Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, nous n'allons pas manipuler l'ordinateur directement, mais nous allons discuter un peu de ce que signifie nettoyer son ordinateur, pourquoi il faut le faire et comment procéder. En réalité, lorsqu'on pense à nettoyer l'ordinateur, en règle générale, c'est déjà un moment où les choses vont mal. En effet, on va penser à nettoyer son ordinateur quand l'ordinateur devient lent. Mais il faudrait pour bien faire du nettoyage de façon régulière. Alors tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, ça dépendra de votre usage, ça dépendra de ce que vous faites avec l'ordinateur, mais en réalité, il faudrait peut-être se fixer une sorte de planning pour faire du nettoyage. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement de nettoyer son PC? Déjà, on va prendre le problème à la base, effectivement, l'ordinateur devient lent. C'est l'élément déclencheur, c'est l'élément qui va nous faire prendre conscience que quelque chose ne va pas. Alors pourquoi est-ce que le PC ralentit ? Comment se fait-il que l'ordinateur qu'on a acheté il y a quelques mois, quelques années peut-être, qui était très rapide au départ, eh bien d'un seul coup il devient très lent. Eh bien peut-être que ça va vous surprendre, mais en fait l'ordinateur ne ralentit pas. En réalité l'ordinateur n'a pas changé de vitesse entre le moment où vous l'avez acheté et maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il est au ralenti ? Il faut se rappeler que l'ordinateur a un rôle et un seul but dans la vie, c'est d'exécuter des programmes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un programme ? Un programme, c'est une suite d'instructions qui est donnée à l'ordinateur pour qu'il accomplisse des tâches. Par exemple, le fait d'aller naviguer sur Internet, d'utiliser un navigateur, eh bien le navigateur est un programme. Ce programme va vous permettre d'accéder à des pages web sur votre écran, d'interagir avec ces pages web, donc de faire tout ce qu'il faut faire avec des pages web. C'est un programme. Alors, quand je dis programme, pensez également logiciel. Programme et logiciel, ce sont deux termes qui désignent plus ou moins la même chose. C'est quasiment pareil, donc voilà, n'ayez pas d'inquiétude quand je dis programme, vous pouvez aussi comprendre logiciel. Très bien, donc un programme ou un logiciel, c'est une suite d'instructions qu'on donne à l'ordinateur pour accomplir des tâches. Très bien. Il y a également une information qu'il faut prendre en compte. C'est que l'ordinateur, quand on dit l'ordinateur, eh bien, il faut comprendre que dans l'ordinateur, il y a un composant en particulier qui s'appelle le microprocesseur. Le microprocesseur, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est vraiment lui qui va exécuter les ordres, au final. Et ce microprocesseur ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Alors c'est un peu étrange parce que on a pourtant l'habitude d'être sur l'ordinateur en train de consulter des pages web, tout en écoutant de la musique par exemple, et en imprimant un document. Et pourtant tout ça fonctionne en même temps. Alors pourquoi ça peut fonctionner en même temps alors que le microprocesseur ne sait faire qu'une seule chose à la fois? Comment est-ce possible? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on a oublié un petit détail dans l'histoire, c'est que parmi tous les programmes qui s'exécutent sur l'ordinateur, il y en a un qui est très important, qui s'appelle le système d'exploitation. OS pour Operating System en anglais. Donc le système d'exploitation, eh bien c'est Windows. C'est de Windows qu'on va parler dans cette série de vidéos. En l'occurrence, on va parler plutôt même de Windows 10, qui est la dernière version de Windows. Et c'est donc ce système d'exploitation qui va être vraiment le socle sur lequel vont reposer tous les autres programmes. Et même si le microprocesseur ne sait faire qu'une seule chose à la fois, eh bien c'est le système d'exploitation qui va s'arranger pour que nous ayons en tout cas l'illusion que plusieurs choses s'exécutent en même temps. Ce principe-là, ça s'appelle du multitâche. Donc le système d'exploitation, Windows, va faire en sorte que nous puissions utiliser l'ordinateur de façon multitâche, donc faire plusieurs choses en même temps. Mais comment est-ce qu'il s'y prend finalement pour faire de quelque chose qui ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, comment fait-il pour qu'on obtienne finalement un résultat où on a plusieurs programmes, plusieurs choses qui s'exécutent en même temps? Eh bien, on va essayer de le schématiser, et on va prendre un exemple, supposons sur 4 tâches qu'il faut accomplir, sur 4 programmes par exemple qui seraient en train de fonctionner en même temps. Alors, comment fonctionne le multitâche dans ce cas-là? Eh bien, ce que va faire Windows, c'est qu'il va prendre la première tâche et il va la laisser s'exécuter pendant un court laps de temps, quelques millisecondes. Puis il va la mettre en pause. La première tâche est donc en pause, et on va maintenant basculer sur la deuxième tâche et on va la laisser également s'exécuter pendant un court laps de temps. Là encore, quelques millisecondes. Puis on la met en pause également. On fait la même chose pour la troisième tâche, on la met également en pause à la fin, et on laisse également la quatrième tâche s'exécuter et on la met en pause. Et une fois qu'on est arrivé à la quatrième tâche, eh bien, tout simplement, on reboucle sur la première tâche en la laissant à nouveau s'exécuter pendant un court laps de temps, on la met à nouveau en pause, on rebascule sur la deuxième, on la laisse s'exécuter un peu et on la remet en pause, et ainsi de suite. Donc la troisième, la quatrième tâche, et on reboucle comme ça, à l'infini, entre toutes les tâches qu'il y a à accomplir, entre tous les programmes qui sont supposés s'exécuter en même temps. Alors évidemment, si on le fait comme on l'a fait là au ralenti, on voit bien que tout ne se fait pas en même temps. Mais Windows va s'arranger pour faire ce basculement tout seul,
et le plus rapidement possible. Et si on va suffisamment vite, eh bien, on va avoir l'impression que tout s'exécute en même temps. Ça n'est qu'une illusion, mais finalement, c'est une illusion qui fonctionne parce que le temps de basculement d'une tâche à l'autre est tellement court que on a le temps de faire le tour de la boucle, et nous, humains, ne nous sommes pas encore rendus compte que quelque chose n'était pas tout à fait cohérent dans tout ça. Seulement voilà, il y a quand même un petit problème, c'est que sur 4 tâches, évidemment, il n'y a pas de problème, ça, on a le temps de basculer sur toutes les tâches et ça va très vite. Supposons qu'on ait 10 tâches, ça va mettre forcément un peu plus de temps, le temps de faire le tour de la boucle. Qu'est-ce qui se passe si on a 20 tâches ? Qu'est-ce qui se passe si on en a 50 ? Qu'est-ce qui se passe si on en a 100 ? Eh bien, si on a une centaine de tâches à exécuter, le temps de faire le tour, eh bien, ça mettra forcément plus de temps. Et c'est là qu'on va commencer à rencontrer des difficultés. Peut-être pas autour de 100 tâches, peut-être autour de 120, 130, 140, 150, selon le microprocesseur que vous avez, la puissance de votre microprocesseur. Eh bien, le temps de faire le tour de toutes ces tâches va forcément prendre, à un moment ou à un autre, trop de temps pour que les choses paraissent fluides. Pire encore, il y a certaines tâches qui sont plus gourmandes que d'autres, c'est-à-dire que peut-être que la tâche numéro 2 a besoin d'être exécutée plus souvent que les autres tâches. Eh bien, le système d'exploitation est également fait pour gérer ce phénomène-là. Mais du coup, ça veut dire que les autres tâches vont attendre plus longtemps avant qu'on leur redonne la main pour qu'elles puissent s'exécuter à nouveau. Et c'est là qu'effectivement, il va y avoir un problème. Si on a trop de choses qui s'exécutent en même temps, eh bien, le temps de faire tout le tour, ça va prendre du temps, et ça va forcément nous donner l'impression que tout est au ralenti. Donc notre objectif, forcément, ça va être de limiter le nombre de tâches qui s'exécutent à un instant T. Parce que plus il y a de tâches, plus ça met de temps. C'est aussi simple que ça paraît une évidence dit comme ça, mais je tenais quand même à ce que ce soit dit, au moins une fois, pour quand même appuyer le fait que, eh bien, c'est le nombre de tâches qui va faire que l'ordinateur paraît lent. Il y a trop de tâches à accomplir à un seul moment. Donc le but du jeu, ça va être, encore une fois, donc de limiter ce nombre de tâches, et surtout de limiter les tâches inutiles. Lorsque l'ordinateur va se mettre à faire des choses qui ne vous servent à rien, et qui ne lui servent à rien non plus, eh bien, c'est peut-être pas la peine, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il faut trouver une ruse pour lui dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ces tâches-là, elles n'ont pas besoin d'être exécutées. Très bien, donc on va essayer de limiter les tâches inutiles. Seulement voilà, j'ai parfois des personnes qui me disent, oui, mais moi quand j'allume l'ordinateur, je ne fais rien de spécial, je l'allume, j'arrive effectivement sur le bureau, et quand j'essaie d'ouvrir mes mails, c'est déjà très lent, l'ordinateur, on dirait qu'il est au ralenti, qu'il va pas très vite, etc. Eh bien, on va essayer de démystifier ça également, on va essayer d'expliquer ce qui se passe depuis le moment où on allume l'ordinateur jusqu'au moment où vous êtes prêt à utiliser votre ordinateur pour aller consulter par exemple vos emails. Très bien, que se passe-t-il donc au démarrage ? Eh bien, je vais appuyer sur le bouton pour allumer mon ordinateur. La première chose qui se passe, c'est le lancement du BIOS ou de l'UEFI, qui sont sensiblement la même chose. Alors le BIOS, c'est effectivement le programme minimaliste de l'ordinateur qui va assurer vraiment l'allumage électrique de tout ça et qui va faire en sorte que tout le matériel s'initialise vraiment. Et à ce moment-là, sur l'écran, vous avez probablement le logo du fabricant de votre ordinateur qui apparaît. Donc pendant quelques secondes, 1 ou 2 secondes, c'est relativement court en général. Très bien. Donc ce n'est pas là que les choses se mettent à ralentir, ce n'est pas là qu'on va pouvoir agir, mais commençons par le commencement. Très bien. Une fois que le BIOS est lancé et qu'il a fini de s'exécuter, ce qui prend, encore une fois, je vous dis 1 ou 2 secondes, son rôle, ça va être de chercher le système d'exploitation quelque part sur un des disques durs connectés. Vous avez un disque dur, et comme par hasard, il y a Windows dessus. Alors, le BIOS va donc essayer de lancer Windows, de démarrer Windows. Donc le démarrage de Windows, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien Windows en tant que tel c'est un programme, eh bien on va déjà charger le programme Windows dans la mémoire, et là vous commencerez à avoir effectivement un affichage qui peut ressembler à celui-ci, avec le logo de Windows et une petite roue qui tourne en dessous, qui vous dit que c'est en train de travailler, en train de charger quelque chose. Donc Windows en tant que tel va commencer à se charger, mais le programme Windows n'est pas un simple programme. Il y a en réalité plusieurs modules et plusieurs choses qui doivent se lancer pour que Windows fonctionne. Parmi ces choses qui doivent se lancer, eh bien Windows va avoir besoin notamment de fichiers de configuration pour savoir comment manipuler les différents appareils qui sont branchés à l'ordinateur, les différents matériels connectés à l'intérieur. Pour pouvoir travailler avec, il a besoin de tous ces fichiers de configuration, donc il va les charger également en mémoire. Et il va y avoir également un autre élément que Windows va charger en mémoire, qui s'appelle la base de registres. Et en fait, la base de registres, c'est une énorme base de données qui sert pour Windows à savoir, par exemple, quel est le matériel que vous avez sur l'ordinateur, qui sont les utilisateurs qui vont être amenés à se servir de l'ordinateur, mais également quels sont les programmes installés
dans l'ordinateur et quel programme il faut exécuter à quel moment, sous quelles conditions, etc. Donc c'est vraiment une base de registre qui est vraiment un élément très 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 important pour Windows. C'est une sorte de base de données très importante qui contient énormément d'informations. Et à chaque fois que vous allez installer un logiciel dans l'ordinateur, un programme quelconque, eh bien il se peut que cette base de registre évolue également et qu'on y ajoute des choses, des informations, pour pouvoir comprendre comment traiter votre programme. Et pour que le programme lui-même puisse garder des informations sur vous. Très bien, donc une fois qu'on a les fichiers de configuration et cette base de registre qui sont chargés en mémoire, on va passer au programme bas système. Alors ce qu'on appelle programme bas système, c'est essentiellement ce qu'on va appeler dans Windows des services. En fait, les services, ce sont des programmes, des sortes de modules que Windows va charger de façon individuelle, et chaque module va avoir un rôle bien précis, donc chaque service va avoir un rôle bien précis. Il y aura par exemple un service qui sera chargé de chercher les mises à jour pour Windows, qui s'appelle donc Windows Update, donc pour mise à jour Windows, mais il y aura aussi un service qui sera chargé de s'occuper du réseau, de se connecter à un réseau informatique, en l'occurrence se connecter à Internet. Et parmi les services qu'on va pouvoir lancer, il va y avoir également des programmes tiers qu'on va installer dans l'ordinateur qui vont peut-être s'installer sous forme de service. Par exemple, l'antivirus va s'installer sous forme de service. L'avantage de cette installation sous forme de service, c'est que avant même que nous soyons sur le bureau de Windows, pendant l'amorçage initial de Windows, eh bien c'est là que les services démarrent, et donc c'est là que l'antivirus, par exemple, va démarrer. C'est très important pour l'antivirus de démarrer le plus tôt possible, de façon à pouvoir intercepter un programme malveillant qui tenterait de faire quelque chose d'inhabituel ou d'anormal sur l'ordinateur. Donc l'antivirus n'est pas le seul programme tiers qui peut s'installer à cet endroit-là. Il peut malheureusement y avoir également des programmes malveillants qui viennent s'installer à cet endroit-là. Et il convient ensuite de pouvoir manipuler ces différents services pour dire lesquels doivent être lancés et lesquels ne le sont pas, lesquels ne doivent pas être lancés. Très bien. Donc vous voyez que déjà, même sans que vous ayez commencé à vous servir de l'ordinateur, eh bien il se passe déjà plusieurs choses. Et tous ces programmes qui sont lancés à ce moment-là vont occuper de la place dans la mémoire de l'ordinateur et vont occuper le microprocesseur. Forcément, dans sa liste de tâches à accomplir, eh bien, il va passer par tous ces programmes-là et répéter l'opération. Déjà, avant même qu'on ait commencé à travailler vraiment nous-mêmes avec. Et seulement à ce moment-là, une fois que les services sont chargés, eh bien, on va pouvoir ouvrir la session. Et c'est là qu'effectivement, on va pouvoir choisir quel utilisateur se sert de l'ordinateur et taper notre mot de passe. Alors, il se peut que vous n'ayez pas cet écran-là parce que vous n'avez pas forcément défini de mot de passe sur votre ordinateur. Qu'à cela ne tienne, la session s'ouvre tout de même. Et déjà, on a une première phase de démarrage, c'est un premier ensemble de choses qui se passent avant même que vous ayez accès vraiment à ce qu'on appelle Windows, à ce qu'on peut considérer comme étant l'usage normal de Windows. C'est seulement à partir de là, à partir de l'ouverture de session, eh bien qu'on va se retrouver sur le bureau. Le bureau va être chargé, on va dessiner donc l'image d'arrière-plan, on va également y dessiner des icônes, la barre des tâches, le bouton démarrer, l'horloge en bas à droite de l'écran, et les différentes icônes qui peuvent s'y trouver. Et ces différentes icônes sont également parfois un indicateur d'un programme qui se charge au démarrage. À partir du moment où on arrive sur le bureau, il y a encore toute une série de programmes qui sont amenés à être lancés à ce moment-là. Par exemple, l'antivirus s'est lancé effectivement au moment du démarrage des services, mais il se peut que vous ayez une icône qui doit apparaître en bas à droite, ici, à côté de l'heure, dans cette zone de notification pour vous indiquer que l'antivirus est en cours de fonctionnement. Et vous remarquerez qu'il y a d'autres icônes qui peuvent apparaître effectivement à cet endroit-là. Par exemple, si vous avez Skype qui est installé sur votre ordinateur, il se peut que Skype se lance tout seul au démarrage de l'ordinateur, à chaque fois que vous l'allumez, de façon à être prêt à être utilisé à ce moment-là. Il se peut également que vous ayez des programmes comme Dropbox, Google Drive, OneDrive, et bien tous ces programmes-là peuvent également être amenés à se lancer au démarrage de l'ordinateur. Remarquez que pour l'instant, vous n'avez pas encore choisi de faire vous-même quoi que ce soit. L'ordinateur exécute des choses tout seul à ce moment-là. Et c'est donc un deuxième ensemble de programmes qui vont être amenés à se lancer au démarrage. Donc déjà, avant même que vous ayez commencé, il y a déjà énormément de choses dans la mémoire de l'ordinateur qui sont en train de fonctionner, même si vous ne faites rien. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à lancer des programmes que vous voulez utiliser vous-même, les programmes utilisateurs. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un logiciel qui vous permet de consulter vos emails, eh bien c'est seulement à partir de maintenant que vous allez pouvoir le faire. Mais remarquez qu'il y a énormément de choses qui se sont passées, et donc, déjà, la mémoire de l'ordinateur et donc son processeur sont déjà un petit peu occupés à faire plusieurs choses.
Par ailleurs, il y a également la phase de connexion à Internet qui se produit au moment du chargement du bureau. Nous n'en avons pas parlé, mais ça se produit également à ce moment-là. Très bien. Maintenant qu'on a un petit peu le portrait robot de ce qui se passe au démarrage, parlons un petit peu de nettoyage. Qu'est-ce que ça signifie de faire du nettoyage à ce moment-là? Alors, déjà, sachez qu'il est inutile de supprimer des photos, des documents ou de la musique. Ce ne sont pas eux qui sont responsables des lenteurs sur votre ordinateur, et ce n'est pas parce que le disque dur se remplit que l'ordinateur va moins vite. L'ordinateur peut très bien fonctionner avec à peine 10% d'espace disponible sur le disque dur. Donc ça n'a aucune espèce d'incidence. Et vos photos, vos documents, la musique que vous avez sur votre ordinateur, n'y sont absolument pour rien. Puisque de toute façon, vous ne les consultez pas au démarrage de l'ordinateur, et c'est seulement quand vous allez cliquer dessus qu'on va avoir vraiment un impact sur l'utilisation de votre ordinateur. Donc ce n'est pas là qu'il faut chercher les coupables, et ce n'est pas forcément là-dessus qu'il va falloir agir. En revanche, vous avez probablement des programmes indésirables. Il va falloir les supprimer. Ces programmes indésirables s'appellent également les PUP, les Potentially Unwanted Programs, donc ils veulent dire tout simplement en français des programmes potentiellement indésirables, c'est exactement le même nom. Eh bien ces programmes indésirables, qu'est-ce que ça va être? D'où est-ce que ça sort? Comment se fait-il qu'il puisse y en avoir sur votre ordinateur? Eh bien tout simplement c'est probablement suite à une mauvaise manipulation ou simplement un moment d'inattention. Vous avez peut-être été télécharger un logiciel sur Internet, un logiciel gratuit par exemple, que vous avez mis dans votre ordinateur, vous avez lancé l'installation, et là vous avez fait comme d'habitude, vous avez cliqué suivant, sans forcément lire les différents écrans qui vous étaient présentés. Eh bien, sachez que peut-être parmi ces écrans, il y en avait un qui vous disait « Nous sommes gratuits parce que nous sommes partenaires avec un logiciel publicitaire ou logiciel commercial », et il y avait une petite coche qui était cochée à ce moment-là, et comme vous avez cliqué sur suivant, eh bien implicitement vous avez dit « Je suis d'accord pour installer ce logiciel également ». Et donc ce logiciel, vous ne l'avez pas forcément désiré. Et pourtant, il s'est installé. Alors, dans le meilleur des cas, ce logiciel va simplement prendre un peu de place dans le disque dur, peut-être également mettre quelques informations dans la base de registre, ce qui ralentirait un tout petit peu le démarrage, mais c'est peut-être pas catastrophique. Mais il se peut également que ce programme ait un comportement un petit peu plus gênant, comme par exemple le fait d'afficher des publicités dans des petites bulles qui apparaissent en bas à droite de l'écran, par exemple, ou encore de changer la page d'accueil de votre navigateur, ou encore d'ajouter dans le navigateur des modules complémentaires, des extensions, des toolbars comme on les appelle, des barres d'outils, et que vous ne puissiez même pas les supprimer parce qu'à chaque fois que vous l'enlevez, le programme le détecte et il remet automatiquement sa barre d'outils. Alors c'est assez pénible, effectivement, et ça peut même aller plus loin. Si le programme était un tant soit peu malveillant, il pourrait, pourquoi pas, récupérer des informations sur ce que vous faites sur votre ordinateur, sur votre navigation, sur des informations personnelles, et là ça peut tout de suite conduire à des choses un peu plus dangereuses en termes de vie privée. Donc, il va falloir bien entendu supprimer les programmes indésirables, mais également penser à désinstaller toutes les barres d'outils, les fameuses toolbars et autres extensions qui auraient pu être ajoutées dans le navigateur par ces différents programmes. Ou encore, directement, peut-être que ce programme indésirable ne fait qu'ajouter une barre d'outils. Et c'est peut-être même une barre d'outils que vous avez ajoutée vous-même en pensant bien faire. Donc, pensez à enlever des barres d'outils qui peuvent éventuellement être problématiques, et de toute façon, plus vous allez avoir de barres d'outils ou d'extensions dans le navigateur, et plus le navigateur lui-même va devenir lent. Donc le but du jeu, si on veut vraiment faire du nettoyage, c'est d'éliminer les choses qui ne servent à rien. Peut-être que ces barres d'outils-là ne servent à rien. Donc d'une façon générale, le but du jeu va être de désinstaller des programmes inutiles. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme programme inutile? Eh bien, peut-être que quand vous avez acheté votre ordinateur, le fabricant a mis dans l'ordinateur un certain nombre de programmes de configuration qui sont pas forcément indispensables, et ils sont peut-être même également partenaires avec des logiciels du commerce, et vous avez peut-être obtenu, en achetant votre ordinateur, des versions d'essai de ces logiciels, comme par exemple des logiciels de montage photo, des logiciels de montage vidéo, toutes sortes de logiciels qui pourraient être fournis, des jeux par exemple. Eh bien, tous ces programmes-là ne sont pas forcément utiles si vous ne vous en servez pas. Désinstallez-les. Vous rendrez service à la base de registre, puisque vous allez éliminer des choses de la base de registre, ce qui veut dire que le temps de démarrage sera un peu facilité. Par ailleurs, il y a peut-être également, avec tous ces programmes, des choses qui se lancent en arrière-plan sans que vous en ayez conscience. Le fait de les désinstaller, ce sera forcément une bonne idée. Il y a également le fait de désinstaller, par exemple, tous les programmes que vous auriez pu installer vous-même volontairement par le passé. Peut-être qu'à une époque, vous étiez dans une phase où vous cherchiez un logiciel en particulier, vous en avez téléchargé 2 ou 3 du même type, vous les avez tous installés pour les essayer, et puis finalement, c'était pas le bon logiciel, ou vous en aviez besoin une fois et vous avez oublié que vous l'aviez.
Eh bien, ces logiciels-là sont restés également dans l'ordinateur, et ils continuent d'occuper de la place sur le disque dur. Ils continuent de peut-être faire grossir, en tout cas contribuer à faire grossir la base de registre. Eh bien là encore, il s'agit de les supprimer si vous ne vous en servez pas. Parce que peut-être qu'ils ont d'autres implications également. Ils ont peut-être des programmes qui s'exécutent en tâches de fond, des parties du programme en tout cas qui s'exécutent en tâches de fond, comme des recherches de mise à jour par exemple, dont vous n'avez pas forcément conscience et qui vont venir, encore une fois, ralentir l'ordinateur. Très bien, donc une fois qu'on a désinstallé tous ces programmes, eh bien l'autre partie du nettoyage, ça va être de supprimer des fichiers temporaires. Alors qu'est-ce que c'est que des fichiers temporaires ? Eh bien, pour comprendre les fichiers temporaires, en règle générale, on parle plutôt du navigateur Internet, et il faut se replacer un petit peu dans les années 90 pour comprendre à quoi servaient les fichiers temporaires. En effet, dans les années 90, avec la naissance du web, eh bien, on avait accès à toute une série d'informations, comme on a aujourd'hui, le web, c'est des pages web, effectivement. Et sur ces pages web, il peut y avoir, par exemple, des photos ou des images, des dessins. Et le problème, c'est que dans les années 90, on n'avait pas accès à la DSL, on n'avait pas de connexion rapide, on n'avait pas de fibre optique. On se connectait en général avec un modem bas débit qui faisait, vous savez, les bruits un petit peu, on dirait du fax, les espèces de... Bon, je le fais très mal, évidemment, mais vous comprenez l'idée. Et le problème, c'est que ça passait par la ligne téléphonique. Et c'était votre opérateur téléphonique qui vous facturait le temps passé. Donc évidemment, plus on allait passer de temps sur Internet, et plus ça allait coûter cher. Quand on arrivait sur un site qui contenait des images, comme un logo par exemple du site, ou une photo, eh bien, on mettait un certain temps à télécharger ces photos, ça ne mettait pas une demi-seconde comme aujourd'hui, ça pouvait prendre plusieurs secondes, et une page qui contenait beaucoup de photos pouvait prendre jusqu'à 1 minute, ou peut-être 1 minute 30 à vraiment être complètement chargée. Ça pouvait être extrêmement lent. Et du coup, pendant ce temps-là, on payait la communication téléphonique. L'idée des fichiers temporaires, c'était de stocker provisoirement sur l'ordinateur donc tous ces fichiers qui allaient apparaître à l'écran, les photos, les logos, les dessins, et de les conserver pour le cas où on retournerait sur le même site afin d'éviter d'avoir à les retélécharger une deuxième fois. Effectivement, si vous éteignez votre ordinateur, le lendemain vous revenez, si vous retournez sur le même site internet qui contient le même logo avec les mêmes photos, eh bien, plutôt que de passer 1 minute 30 à nouveau à recharger les photos que vous aviez déjà vues la veille, eh bien, ces photos sont déjà dans l'ordinateur et elles s'affichent directement. Ça va plus vite. Sauf que ça, c'était valable quand on avait des connexions très lentes, mais aujourd'hui, avec des connexions rapides comme la DSL ou la fibre, on se rend même pas compte du temps de chargement et finalement, ça n'a plus tellement d'impact. Ces fichiers temporaires n'ont plus vraiment de raison d'être. Pire encore, à l'époque, les sites internet avaient très peu de photos, par exemple, parce qu'on savait que ça mettait du temps. Donc, la taille occupée par ces fichiers temporaires, la place occupée sur le disque dur était relativement minime. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller sur un site internet sans qu'il y ait au minimum une dizaine de photos. Ne serait-ce que les bandeaux publicitaires que vous pouvez rencontrer sont également des photos. Tout ça, c'est également stocké comme fichiers temporaires. Mais au-delà de ces fichiers-là, qui sont des fichiers temporaires pour le web, eh bien il y a d'autres fichiers temporaires auxquels on pense moins. Par exemple, lorsque Windows se met à jour, il est bien obligé de télécharger la mise à jour, de la stocker dans un dossier provisoire, et une fois que la mise à jour est complètement téléchargée, c'est là qu'il applique la mise à jour. Sauf qu'une fois qu'il applique la mise à jour, il ne supprime pas nécessairement le fichier qu'il a téléchargé. C'est un fichier temporaire qui va encore une fois rester dans l'ordinateur. Et si on ne fait pas attention, eh bien on risque de remplir petit à petit le disque dur avec des choses qui ne nous servent strictement à rien. Et donc le nettoyage, c'est aussi libérer de la place sur le disque dur, mais libérer de la place sur des choses qui vraiment ne nous servent pas. Pas des photos, pas des documents, pas de la musique, pas vos documents à vous, mais des choses que le système lui-même a laissé traîner. Et enfin, il y a une dernière étape qui va finalement être à prendre en compte dans le nettoyage. On nous dit souvent qu'il faut défragmenter le disque dur. Alors défragmenter le disque dur, oui, mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que la défragmentation et en fait, pourquoi y a-t-il besoin de la faire ? Pour comprendre ce que c'est que la défragmentation, on va prendre un petit exemple. Alors, supposons que ce quadrillage, soit votre disque dur. Votre disque dur est découpé en cases. On va imaginer que ce soit plus ou moins des cases, en tout cas pour le principe. Et on va, dans ces cases, avoir des fichiers. Donc, pour le coup, les fichiers sont représentés par des couleurs différentes. Il y aura un fichier rouge, un fichier jaune, un fichier bleu. Et vous remarquerez que sur ce tableau, il y a également des chiffres. Eh bien, en fait, le fichier rouge, par exemple, est un fichier qui occupe 9 cases. Sauf que malheureusement, au moment où Windows ou le système d'exploitation a voulu le mettre sur le disque dur, il n'y avait pas 9 cases consécutives disponibles. Il a donc pris le parti de découper le fichier en cases individuelles, en 9 petites cases, et il en a mis un bout à certains endroits, un bout à d'autres, et forcément, l'information, le fichier unique
qui prenait 9 cases est découpé, il est fragmenté. Et pour vous, c'est complètement transparent, a priori. Mais quand on aura besoin de se servir du fichier, eh bien, il va falloir aller chercher les petits bouts pour les remettre ensemble et pour pouvoir le présenter à l'écran, par exemple. Si c'est un texte que vous avez tapé sur votre traitement de texte favori, eh bien, il va falloir quand même rassembler les bouts. C'est pas vous qui allez le faire, ça va se faire tout seul par le système d'exploitation, mais malheureusement, le temps de rassembler tous ces bouts, eh bien, c'est une perte de temps. On doit parcourir tout le disque dur pour essayer de retrouver les petits bouts et les remettre ensemble. L'idéal, quand on va défragmenter le disque, c'est que finalement de pouvoir remettre ces fichiers vraiment bout à bout, ensemble. Un fichier rouge, par exemple, ne doit pas être étalé partout sur le disque dur, mais il doit être vraiment de façon continue. Là, on a bien les 9 blocs de notre fichier qui sont les uns à la suite des autres. Ensuite, on a le fichier rose qui fait 4 blocs qui sont bien les uns à la suite des autres. Et vous voyez que ça réordonne un peu les choses, et là, évidemment, ça sera beaucoup plus rapide d'y accéder. Alors, ça sera beaucoup plus rapide dans un cas précis. Votre disque dur, en fait, peut être de deux types. Le premier type, celui qu'on a le plus couramment, parce que c'est le plus ancien, et c'est celui qu'on utilise depuis des années, c'est le type HDD, c'est vraiment le type disque dur classique, mécanique, à l'intérieur duquel on va trouver des plateaux, des disques, qui sont empilés les uns sur les autres, et sur lesquels vont être disposées des têtes de lecture, un petit peu comme les têtes de lecture des tourne-disques à l'époque. Et en fait, quand on va écrire ou lire des informations, eh bien les plateaux vont tourner, les têtes de lecture vont aller chercher l'information plus ou moins proche du centre ou du bord en fonction de l'information qu'on cherche. Et du coup, forcément, si on a des données qui sont les unes à la suite des autres, eh bien c'est plus facile et c'est plus rapide d'accéder en un seul coup de tête mécanique, d'accéder à toutes ces données-là. En revanche, s'il faut parcourir un plateau, faire tourner le disque pour aller sur le deuxième plateau, pour aller chercher à un autre endroit l'information qui est la suite, mais c'est pas suffisant, on doit encore aller chercher encore un bout sur le troisième plateau, mais plus vers le centre, et en faisant pivoter le disque, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a des actions mécaniques qui vont être très longues, et forcément on va perdre du temps. Donc dans ce cas-là, la défragmentation, oui, va permettre d'améliorer un peu les performances de votre ordinateur. Seulement voilà, le disque dur classique à plateau est peu à peu en train d'être remplacé, alors ce n'est pas encore complètement le cas, mais peu à peu, on est en train de alors pas forcément de le remplacer complètement, mais au moins de le compenser en mettant un autre type de disque dur qui s'appelle un disque dur SSD. Ce disque dur SSD a une particularité, c'est qu'il n'a aucune partie mécanique dedans. Il n'a aucune partie mobile. Ce ne sont finalement que des puces électroniques, comme une sorte de grande carte mémoire, et du coup, on n'a plus vraiment de problème quand il s'agit d'aller chercher les informations dans une case ou dans une autre, puisque quel que soit l'endroit où on cherche, le temps d'accès est strictement le même. Donc, si le disque est fragmenté ou s'il n'est pas fragmenté, ça ne fait aucune différence. Pire encore, si on veut essayer de défragmenter un disque dur SSD, eh bien en fait on va le dégrader. En effet, les disques durs SSD sont prévus pour un certain nombre de lectures et d'écritures, alors c'est un nombre assez grand évidemment, mais il n'empêche que plus on va lire et écrire dedans, plus il va s'user. Il va s'abîmer, il va se dégrader automatiquement, parce que c'est la façon dont ils sont faits. Et puisque finalement la défragmentation n'apporte strictement rien, eh bien c'est inutile de le faire sur ce type de disque, parce que si vous le faites, tout simplement vous risquez d'augmenter les écritures et les lectures dans le disque de façon inutile, et vous allez plus rapidement atteindre le nombre limite que vous pouvez atteindre d'écriture et de lecture sur ce disque dur. Donc, lorsque vous avez un disque dur SSD, surtout, ne faites pas de défragmentation. Ça n'a aucun intérêt. Très bien, voilà la défragmentation. Voilà de quoi on pourrait parler quand on parle de nettoyage. Il y a un autre point qui est important à aborder malgré tout, c'est le point de la sécurité. Parce qu'une fois qu'on a fait le nettoyage, eh bien ce serait dommage d'aller aggraver les choses en n'étant pas sécurisé, en n'ayant pas un ordinateur sécurisé. Alors, quand on parle de sécurité, de quoi parle-t-on? Alors, on va parler de deux types de logiciels. Le premier étant, par exemple, le pare-feu. Le pare-feu est un logiciel qui est présent dans l'ordinateur, que vous avez dans Windows. Il existe déjà, il est dedans, il est gratuit, il est préconfiguré. Et son rôle, ça va être de faire en sorte de protéger votre ordinateur des menaces extérieures, donc empêcher que quelqu'un de l'extérieur puisse se connecter à votre ordinateur directement, mais également d'empêcher que n'importe quel logiciel de votre ordinateur se connecte vers le monde extérieur sans que ce soit quelque chose de normal. Alors, par exemple, un navigateur web, c'est tout à fait logique qu'il se connecte vers le monde extérieur et on sait détecter ce type de connexion. En revanche, un virus,
qui aurait tendance à voler vos informations, lui va faire une connexion qui sera très différente. Et le pare-feu va être capable de détecter ce type de connexion et de le bloquer. Alors, c'est un pare-feu, il va juste bloquer la connexion, il ne va pas désinfecter votre ordinateur. Ça, c'est le rôle de l'antivirus. Et ça, a priori, l'antivirus, vous en avez tous au moins entendu parler, l'antivirus va donc essayer de vous protéger des virus. Alors, je vais faire juste une toute petite parenthèse très rapide pour parler rapidement de la sécurité au niveau de l'ordinateur. Gardez bien à l'esprit que aucun antivirus, qu'il soit gratuit ou payant, parce qu'il y a les deux, aucun antivirus n'est fiable à 100%. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un antivirus que vous ne pouvez pas avoir une infection sur votre ordinateur. Alors une infection, un virus finalement, ce n'est pas quelque chose de mystique, ça n'est jamais qu'un programme comme un autre, mais qui a un but malveillant. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. En réalité, tout va dépendre de votre comportement, tout va dépendre de votre façon d'utiliser l'ordinateur. En effet, si vous allez seulement utiliser votre ordinateur pour consulter vos comptes en banque ou pour éventuellement consulter vos emails, mais que vous ne téléchargez pas trop les pièces jointes qu'on vous envoie et que vous ne faites pas trop de choses comme ça, vous ne courez pas vraiment de risque. En revanche, si vous faites comme font certaines personnes, vous allez par exemple sur des sites internet un peu douteux, un peu à la limite de la légalité, voire franchement pas dedans, de façon à télécharger des films ou de la musique, ou encore si vous consultez des sites à caractère pornographique, encore une fois je suis pas là pour juger, hein, je ne fais que vous informer, eh bien malheureusement vous courez forcément plus de risques, parce que tout simplement vous vous rendez sur des sites qui n'ont pas forcément une bonne réputation et qui ne vont pas forcément jouer le jeu de façon honnête. Et peut-être que ce que vous allez tenter de télécharger en pensant que c'est un film, eh bien, ce ne sera pas un film, ce sera un virus. Quand vous allez télécharger des logiciels qui devraient être payants d'habitude et que vous les prenez gratuitement, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Forcément, il y a eu quelqu'un qui a modifié le logiciel original pour le rendre gratuit alors qu'il ne l'était pas. S'il a modifié ce logiciel pour le rendre gratuit, qu'a-t-il fait d'autre dans ce logiciel ? Est-ce qu'il n'a pas caché des choses plus malveillantes ? Le problème, c'est que si vous essayez d'installer ce type de logiciel sur votre ordinateur, il se peut que votre antivirus vous dise « Attention, j'ai détecté un danger ». Mais vous voulez le logiciel. Donc vous dites « Oui, pas de problème, je l'installe quand même ». L'antivirus n'y sera pour rien si, effectivement, le programme est infecté. Vous aurez un virus dans votre ordinateur et ce sera bien de votre faute. Donc faites très attention. En règle générale, un peu de vigilance et un peu de bon sens suffisent à éviter la plupart des problèmes. Mais dans tous les cas, voilà, partons du principe qu'il faut un antivirus. Eh bien, sachez que dans Windows 10, il y a un antivirus intégré qui s'appelle Windows Defender et qui fait déjà très bien le travail. Ensuite, l'antivirus, eh bien, vous pouvez décider d'en prendre un autre, d'en prendre un gratuit éventuellement qui se télécharge, d'en prendre un payant. Et ça va aussi avoir un impact. Alors pourquoi parle-t-on de ça en termes de nettoyage, hein ? Pourquoi je parle de l'antivirus ? C'est bien parce que l'antivirus, forcément, c'est un programme supplémentaire qui va venir s'exécuter en permanence. Et plus votre antivirus sera sophistiqué, à vouloir faire beaucoup de détection de différentes choses, par exemple essayer de vous protéger lorsque vous faites des achats bancaires, des achats en ligne, pardon, ou lorsque vous faites, par exemple, lorsque vous avez des emails sur votre ordinateur, essayer de vous protéger des emails frauduleux, eh bien, pour faire tout ça, l'antivirus va forcément demander plus de ressources au microprocesseur et va demander à être exécuté plus souvent. Eh bien, pendant que votre ordinateur exécute l'antivirus, il ne fait pas ce que vous voulez faire. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez un ordinateur pour faire ce que vous voulez et pas pour faire de l'antivirus. Donc essayez de trouver un antivirus qui soit à la fois en corrélation avec votre usage, parce que peut-être que vous ne faites jamais d'achat par Internet, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir un module qui vous protège lorsque vous faites des achats par Internet, puisque vous n'en faites pas. Mais également, essayez de faire en sorte de trouver un antivirus qui corresponde également aux performances de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur aux performances un peu modestes, ce n'est peut-être pas une bonne idée de lui mettre un antivirus trop puissant. Une autre idée également qui peut germer dans certains esprits, c'est de se dire, j'ai des antivirus gratuits qui existent sur Internet, et le premier antivirus que je vois là, il est bien pour tel ou tel type d'action, il est moins bien pour d'autres. Mais je vois que le deuxième, lui, il est bien pour les autres. Bon, même s'il est moins bien sur les premières, peut-être que je pourrais en mettre deux finalement. Si je mettais deux antivirus, peut-être que ça marcherait mieux. Eh bien, tout faux. C'est une très mauvaise idée. Ne mettez surtout jamais deux antivirus sur le même ordinateur, ni deux ni plus d'ailleurs, parce que tout simplement, l'antivirus est un logiciel déjà qui va
monopoliser pas mal de ressources de votre ordinateur pour faire son travail, mais il a un comportement qui est assez particulier, il va fouiller à des endroits du système qui normalement ne sont pas manipulés par des programmes légitimes. Et ce qui va se passer, c'est que le premier antivirus va voir le deuxième antivirus comme étant probablement une menace parce qu'il fait des choses étranges. Et donc il va essayer de l'interrompre. Sauf que le deuxième antivirus va tenter de se défendre, puisque ce n'est pas normal qu'on essaie d'arrêter, qu'un logiciel quelconque essaie d'arrêter l'antivirus. Donc il va penser que c'est une attaque. Et du coup, vous allez vous retrouver avec deux antivirus qui vont se marcher sur les pieds et essayer de s'arrêter l'un l'autre, et votre ordinateur va passer plus de temps à répondre aux demandes et aux requêtes de ces antivirus, plutôt que de faire ce que vous voulez. Conséquence, votre ordinateur finira par devenir très très lent, voire même inexploitable. Et si pour une raison quelconque l'ordinateur était quand même encore un petit peu exploitable, vous courez un énorme risque parce que les antivirus sont trop occupés à s'occuper l'un de l'autre, et ils ne se préoccuperont peut-être plus de la sécurité vraiment de votre ordinateur. En tout cas, pas de façon optimale. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour ce qui est de la sécurité. Vous pouvez également être amené à vouloir installer en plus de l'antivirus un logiciel anti-malware. Ça peut être une bonne idée dans certains cas, mais encore une fois, plus vous allez ajouter de logiciels de ce type-là, et plus vous allez alourdir le fonctionnement de l'ordinateur. Donc si vraiment votre ordinateur est plutôt modeste, évitez d'installer ce type de logiciel, tout simplement parce que ça va encore alourdir son fonctionnement. Privilégiez vraiment la vigilance et le bon sens, et en principe, les choses devraient plutôt bien se passer de ce côté-là. Très bien, on a parlé effectivement de sécurité également, mais ce n'est pas tout. On va juste faire un tout petit rappel et on va finir là-dessus, puisque cette vidéo est déjà très longue en tant que telle. Comprenons-nous bien, un programme, quel qu'il soit, a besoin d'être chargé en mémoire pour fonctionner. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que, encore une fois, on va s'intéresser aux causes des lenteurs sur votre ordinateur. Qu'est-ce qui peut provoquer des lenteurs sur l'ordinateur ? Donc déjà d'avoir beaucoup de choses à faire, évidemment, c'est une première cause. Mais gardez à l'esprit que votre ordinateur a des ressources limitées, c'est-à-dire que le disque dur n'est pas extensible à l'infini, mais la mémoire de travail, la RAM, n'est pas non plus extensible à l'infini. Et quand on va vouloir charger un programme pour l'utiliser, eh bien il va être obligé de se charger dans la RAM. Du coup, ça va donner un schéma à peu près comme celui-ci. Supposons que la RAM soit libre, alors elle n'est jamais complètement libre puisque Windows y est déjà, puisqu'il y a tout un tas de choses qui fonctionnent dedans, mais pour l'exemple, nous allons partir d'une mémoire vierge, et nous allons avoir des programmes qui se trouveront sur le disque dur. Supposons que vous souhaitiez écrire un document, peut-être, à propos d'un sujet de votre choix, eh bien le programme du traitement de texte va être chargé depuis le disque dur, et placé dans la RAM pour pouvoir être utilisé. Très bien. Au fur et à mesure que vous tapez votre document, vous vous dites, il me manque quelques références, quelques informations. Alors je vais aller les chercher sur Internet. Du coup, le programme du navigateur va être ouvert depuis le disque dur et chargé en RAM de façon à pouvoir être utilisé. Très bien, mais le fait de travailler comme ça, finalement, vous vous dites que ça serait quand même plus sympa en musique. Et bien là, on va pouvoir, par exemple, lancer un programme qui nous lit de la musique, voilà, de la musique qui est sur l'ordinateur. Très bien, on le place également dans la RAM et on peut, comme ça, être en train de taper notre document, fouiller un peu sur Internet et avoir de la musique en arrière-plan. C'est plutôt agréable. Au bout d'un moment, il va se passer un phénomène, peut-être, c'est que vous allez avoir envie de lancer encore un programme, parce que, pour une raison quelconque, il va falloir que vous fassiez une illustration dans votre document, et vous décidez, pourquoi pas, de lancer Photoshop, ou n'importe quel programme de dessin, pour faire une retouche photo, un petit photomontage. Seulement, il va y avoir un problème, c'est que là, il n'y a plus de place dans la RAM. Donc, jusque-là, en fait, on pourrait s'imaginer, s'il n'y a pas de place, le programme ne peut pas s'ouvrir, tout simplement. Ça serait une solution. Mais puisque Windows n'aime pas vraiment mettre des blocages de ce type-là, et lui-même a besoin de pouvoir peut-être rajouter des programmes dans la mémoire, même quand il n'y a plus trop de place, eh bien, il y a une solution qui a été trouvée, qui est une solution un petit peu intermédiaire, c'est de se dire, là, on va chercher un programme qui, en ce moment, n'est pas indispensable à l'instant T. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes plutôt en train d'afficher une page web, en ayant la musique qui tourne en arrière-plan, et que le fichier de traitement de texte est plutôt derrière, il est plutôt réduit, ou il n'est pas visible à l'écran en ce moment, c'est peut-être pas la peine de le garder tout de suite. Donc on va le sortir de la RAM, on va en faire une copie exactement en l'état, on va pas l'arrêter, on va juste en faire une copie telle qu'il est dans la mémoire, et on va enregistrer cette copie-là dans le disque dur. Maintenant qu'on a fait de la place, eh bien on peut y mettre notre programme Photoshop. Très bien, donc là on fait le dessin, on fait ce qu'on a à faire. Seulement le problème qui s'est posé précédemment va à nouveau se poser au moment où, une fois que le photomontage est fait, eh bien on va vouloir le remettre dans notre document de texte. Sauf que le document n'est plus dans la RAM, il est sur le disque dur, il va bien falloir le remettre dans la RAM pour pouvoir continuer à travailler avec.
eh bien il va falloir trouver un autre programme qui ne sert pas en ce moment. Par exemple, la page web ne sert pas en ce moment, on va ranger tout ça, ce qui était dans la RAM, on va le ranger dans le disque dur, et on va placer à nouveau le traitement de texte dans la RAM pour pouvoir continuer à travailler. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a des manipulations qui vont être faites entre la RAM, qui est la mémoire de travail, et le disque dur. En théorie, ça paraît une très bonne idée, mais en pratique, la mémoire RAM est très rapide, tandis que le disque dur, lui, est très lent. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on va déplacer des choses entre la RAM de l'ordinateur et le disque dur, ou entre le disque dur et la RAM, eh bien, malheureusement, ça va prendre un temps non négligeable, et l'ordinateur va finalement passer plus de temps à faire ce type de déplacement qu'à vraiment exécuter ce qu'on lui demande d'exécuter. Ce phénomène va se produire quand vous n'aurez pas assez de RAM pour faire tout ce que vous demandez à l'ordinateur. Eh bien, la solution à ce problème-là ne sera pas forcément du nettoyage, alors peut-être que ça passera par une phase de nettoyage, mais même en ayant tout nettoyé, peut-être que ça ne suffira pas, parce que tout simplement, les programmes que vous cherchez à utiliser sont trop gourmands en mémoire et que votre ordinateur, peut-être au moment où vous l'avez acheté, avait une quantité de mémoire suffisante, mais selon les critères d'aujourd'hui, il n'a plus suffisamment de mémoire et peut-être qu'il faudrait avoir plus de mémoire pour pouvoir vraiment l'utiliser. Et bien dans ce cas-là, il faudra démonter l'ordinateur pour y ajouter de la mémoire. Donc là, il y aura une solution matérielle et non pas logicielle à ce type de problème de ralentissement. Donc voilà, c'était encore un phénomène, encore un cas sur lequel l'ordinateur va devenir lent, en tout cas en apparence, et je voulais quand même qu'on en parle un petit peu dans cette vidéo également. Très bien. On a fait le tour effectivement des différents cas possibles. Nous avons vu ce que c'était que nettoyer l'ordinateur, de quoi ça allait consister, en quoi ça allait consister. Nous avons vu quelles étaient différentes causes effectivement de ralentissement. Je vous remercie de votre attention sur cette vidéo qui était un petit peu longue. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos dans lesquelles on va pouvoir rentrer dans la pratique.